merci d'être venus si nombreux. Et merci pour cette séance de méditation qui est tout à fait fort utile avant de m'écouter. Et merci aussi aux intervenants précédents, et notamment à Fabrice, qui vous a initié avec la notion d'information hors du temps, d'information en dehors du cerveau. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous faire passer donc le cadre explicatif pour comprendre tout ça, à partir en fait d'un point de départ qui est de questionner le problème du libre arbitre. Il est d'usage chez les rationalistes, chez les scientifiques, les cartésiens, etc., de dire que le libre arbitre ne peut pas exister parce qu'il y a des lois physiques et que tout ce qui arrive, c'est le résultat de la causalité, et on ne voit pas de mécanismes qui ont lieu à l'intérieur du cerveau, et on ne voit pas, franchement, là-dedans, où est notre libre arbitre. Et donc on dit souvent que le libre arbitre est une illusion. Oui, mais si on tient compte de l'existence d'informations à l'extérieur de l'espace-temps, ça change tout. La question est de savoir quelle est la nature de ces informations, et est-il possible de les relier à la conscience. Donc voilà. Donc déjà là, on peut déjà répondre à la question centrale de la conférence. Le libre arbitre est-il possible? Oui. Bon. Mais on va quand même développer cette affaire-là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, ce qui est une illusion, ce n'est pas l'idée que le libre arbitre existe. Ce qui est une illusion, c'est l'idée que le libre arbitre n'existe pas, parce que cette illusion, elle est fondée sur un raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'on postule qu'il y a des lois physiques, et en conséquence de ces lois physiques, on dit que le libre arbitre ne peut pas exister. On oublie au passage que les lois physiques sont postulées pour supprimer le libre arbitre, parce que ça vient de la religion. D'accord ? Les lois physiques, la physique s'est construite par opposition aux religions. Donc la physique a décidé, non, le libre arbitre n'existe pas, il y a des lois. Et ces lois, c'est le dogme fondamental de la science qu'on appelle le déterminisme. Et en fait, vous allez voir que le déterminisme ne fonctionne pas parce que le déterminisme est supposé comme étant temporel. Or, vous allez comprendre pourquoi, sachant que le temps n'existe pas, le déterminisme ne fonctionne pas. Donc on revient sur l'idée de départ qui est de dire que non seulement on a un raisonnement circulaire, mais en plus ce raisonnement circulaire est fondé sur quelque chose qui aujourd'hui est contredit par la science. Mais de toute façon, avant d'écouter les scientifiques, vous pouvez écouter ce qui se passe dans votre environnement et qui vous donne quelques indices selon lesquels notre libre arbitre pourrait exister. Et en l'occurrence, il s'agit des synchronicités. Les synchronicités, c'est un phénomène qui a été donc décrit par Jung, alors qu'il les a définis comme étant l'occurrence d'au moins deux événements qui arrivent en même temps, qui sont sans lien de causalité, mais dont la coïncidence fait sens, est chargée de sens pour la personne qui la vit. D'accord ? Peut-être un peu difficile à comprendre. On peut le réexprimer en disant qu'il s'agit d'une coïncidence entre un état d'esprit intérieur, une préoccupation intérieure, et une coïncidence qui a lieu à l'extérieur, donc dans le monde physique, et il y a une relation entre les deux qui donne l'impression qu'il se passe à l'intérieur de la réalité un phénomène qui a dépendu de notre état de conscience. D'accord ? On appelle ça, en général, la pensée magique. Les enfants ont toujours cette pensée magique, et puis après, au fur et à mesure de leur développement, on leur apprend à laisser tomber cette pensée magique. Et en fait, vous allez voir que la physique nous invite à re-examiner cette pensée magique pour constater finalement qu'il n'y a pas de magie là-dedans, mais qu'il y a une plus grande subtilité des lois physiques que ce que l'on pouvait imaginer. Alors, je ne vais pas vous donner l'exemple de Jung, hein, il est tellement connu. Je vais vous donner très rapidement un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, sachant que j'ai quand même
vécu dans ma vie plusieurs cascades de synchronicité au milieu de dizaines d'autres. Et celle-là était quand même assez puissante. Je ne peux pas vous la raconter en entier. Il y avait des histoires de chamois, de chevreuils, mais surtout 6 papillons qui sont venus cogner à la vitre de la porte d'entrée de notre maison un soir. Ils sont venus, c'était d'énormes papillons. On pouvait les prendre par la main. Je les ai comptés, ils étaient 6. Et ce soir-là, ce jour-là, correspondait à un jour où j'étais vraiment penché sur un problème stratégique par rapport à mes recherches, par rapport à la théorie de la double causalité que je décris dans mes livres et conférences, par rapport à comment arriver à démontrer l'influence du futur, etc., ces choses-là. Quelles publications, quels travaux devrais-je faire pour essayer d'avancer dans cette direction-là de manière objective? Et donc, ces 6 papillons sont venus me dire ce que je devais faire. Parce que ces 6 papillons, en fait, ils symbolisaient tout simplement les 6 dimensions supplémentaires que j'introduis dans ma théorie pour justifier justement l'influence du futur sur le présent. Pourquoi 6 dimensions supplémentaires? Parce que, bon, ben, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais disons que c'est des dimensions que je relie aux dimensions de l'âme elle-même. Et pourquoi le papillon? Ben, le papillon, c'est le symbole de l'âme. Le papillon, le battement d'aile du papillon, c'est le symbole de la vibration. Le papillon est aussi lié à ce qu'on appelle l'effet papillon, pour parler du chaos, et le chaos intervient dans la question des informations additionnelles qui rentrent dans notre réalité et qui ne sont pas directement de la mécanique. Donc, les synchronicités, bon, donc là je vous ai donné juste brossé très rapidement cet exemple, mais si ça vous intéresse, et pour en comprendre le caractère vraiment très extraordinaire, lisez donc ce que j'ai pu écrire là-dessus dans mes livres. Je sais que j'en ai parlé plus longuement aussi dans une conférence. Et donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que les synchronicités présentent un vrai défi à la mécanique. Et alors que les scientifiques peuvent toujours dire que oui, mais c'est un hasard, c'est vrai qu'il existe de temps en temps, rarement, des hasards qui créent de manière tout à fait normale des phénomènes étranges, et que donc lorsqu'il n'existe pas ce genre de phénomène, on n'en parle pas, et que c'est parce qu'on en parle que ça a l'air étrange, alors que ça ne l'est pas, parce que c'est normal que ça arrive de temps en temps. Ça, c'est l'argument scientifique, qui ne marche plus à partir du moment où les synchronicités arrivent en cascade, c'est-à-dire que vous en vivez une, elle a un sens, et puis le même jour, vous en vivez un autre, elle a le même sens, et encore, et vous doutez, on vous le resserre, ça ne marche plus. Et ça ne marche encore moins à partir du moment où vous avez appris à les provoquer. On va voir ça tout à l'heure, mais vous ne pouvez le faire que, non pas quotidiennement, mais en présence de grands changements dans votre vie, hein, parce que les synchronicités, ce n'est pas quelque chose dont on se sert et dont on se dessert, c'est plutôt quelque chose qui est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser par le mental. Enfin, pour vous expliquer tout ça, je vais faire appel à un certain nombre de métaphores. Tout d'abord, que je vais résumer, ça vous donnera une impression d'ensemble déjà de tout ce dont on va parler, à l'aide d'illustrations. Et j'utilise tout d'abord la métaphore du parc de la pensée pour expliquer l'état d'enfermement dans lequel se trouve actuellement notre société occidentale à travers son système de pensée fondé sur 4 dogmes. Et je vais ensuite vous expliquer que si on sort de ce parc, si on sort de cette prison de la pensée dans laquelle l'occidental est enfermé, on peut découvrir de vastes horizons dont beaucoup ne sont pas dénués d'écueils, et que mon travail consiste à essayer de montrer qu'il existe un chemin qui est donc tout à fait rationnel, qui est respectueux de ce que nous enseigne la physique, au contraire, qui consiste à prendre en compte et prendre au sérieux tous
les résultats de la physique, pour essayer d'aller beaucoup plus loin et de conserver son équilibre dans cette découverte du véritable fonctionnement de notre réalité où la magie opère. Et donc, ça nous amène à remettre en question notre vision de la réalité, notre vision habituelle de la réalité, qui serait composée d'un espace dans lequel des objets de matière se déplaceraient. De grands physiciens aujourd'hui disent que ceci n'est plus tenable, physiciens nobelisables, et ceci contribue à restaurer l'allégorie de la caverne de Platon, qui nous dit que notre réalité n'est pas ce qu'on croit, que nous sommes un peu comme, alors certains diraient une matrice, d'autres diraient une simulation, etc. Enfin, toujours est-il que nous sommes comme enfermés, introduits à l'intérieur d'un système d'information qui nous fait croire que nous vivons une véritable réalité. Et ce ne serait pas le cas. Et la physique nous enseigne que cette espèce de caverne dont Platon nous dit qu'on peut sortir en empruntant un chemin qui permet de découvrir la lumière, en fait, ce serait une caverne en déplacement. Hein, ce serait peut-être une caverne en déplacement et en fait qui se déplace aux instruments. Et la question est de savoir, mais est-ce que nous, on a accès aux instruments qui permettent de déplacer le sous-marin collectif ou nos sous-marins individuels? Donc là, si on veut passer à l'échelle individuelle, il faut changer, laisser tomber cette métaphore de la caverne ou du sous-marin et prendre une métaphore plus individuelle qui consiste à dire que la physique nous apprend aujourd'hui que notre réalité n'est pas ce qu'on croit, mais en tout cas, tout se passe comme si tout ce que nous allions vivre durant tout le reste de notre vie était déterminé par le fait que nous sommes conduits à l'intérieur d'un tunnel qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Et ça, c'est du mainstream, c'est du très sérieux, c'est le postulat du déterminisme qui dit que tout est déterminé, auquel on ajoute les résultats de la relativité et de la mécanique quantique, qui nous montrent que le temps n'existe pas et que par conséquent, notre futur est déjà réalisé. Et s'il n'y avait pas, contre cette idée, l'obstacle du libre arbitre, parce que vous avez plein de physiciens qui sont prêts à laisser tomber l'idée du libre arbitre, mais vous en avez aussi plein qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, en prétextant que la mécanique quantique et la relativité générale ne sont pas d'accord, et que grâce à ce désaccord, on va peut-être pouvoir retrouver notre liberté. Et donc, ils ne veulent pas entendre parler de ce tunnel. Mais si on donne le moyen de comprendre que cette histoire de tunnel, en fait, elle fonctionne très bien et elle n'est pas incompatible avec le libre arbitre, alors là, on est en mesure de mettre toute la communauté scientifique en accord. Simplement, il faudra bien expliquer cette théorie, et moi j'essaye d'y travailler. Je ne fais plus seulement que la publier dans des livres et faire des conférences. Aujourd'hui, j'ai engagé 2 papiers scientifiques de plus pour des revues à comité de lecture, de manière à démontrer la flexibilité de notre espace-temps et l'absence d'incompatibilité entre cette histoire de tunnel qui nous oriente à tout moment et notre libre arbitre. Et pour cela, j'utilise la représentation de l'arbre de vie, là vous voyez en bas, un arbre à branches cylindriques, donc qui représente toutes les possibilités de variation des formes de ce tunnel. Et pour ensuite comprendre la dynamique des changements de forme de notre tunnel de vie, j'utilise l'image du GPS, donc cette fois-ci la métaphore du GPS, pour expliquer que ce n'est pas un problème qu'effectivement notre futur soit déjà aujourd'hui parfaitement déterminé, peut-être même dans tous les détails, je n'en sais rien, mais possiblement, à partir du moment où c'est comme un GPS qui nous indique le parcours qui correspond à notre conditionnement. C'est-à-dire que ok, il n'y a pas de libre arbitre,
Tout se passe comme si nous suivions bêtement ce que nous dit de faire notre GPS intérieur, mais vous avez des GPS et vous savez très bien que vous n'écoutez pas toujours la dame qui vous dit de tourner à droite et que lorsque vous allez tout droit ou que vous allez à gauche, la dame recalcule votre parcours, ce qui permet de faire fonctionner complètement les lois physiques. C'est-à-dire que vous avez changé la forme de votre tunnel de vie, mais ça n'a pas posé le moindre problème à l'espace-temps parce que tout a été recalculé. Le seul problème là-dedans, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous tourneriez à gauche plutôt qu'à droite, parce que vous ne savez pas où ces routes vous emmènent. D'accord? Donc, votre libre arbitre se limiterait à tirer au sort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est bien du libre arbitre, ça? D'accord? Et c'est là que la boussole de l'intuition, la boussole de l'émotion intervient. Et ce matin, vous avez eu un avant-goût du type d'information que peut vous ramener cette boussole, puisque Fabrice a conclu à la fin de sa conférence quels étaient les états d'esprit à creuser pour arriver à récupérer des informations qui permettent de savoir où aller, pour récupérer des informations tout court. Alors, on va rentrer dans le dur maintenant, ou plutôt non, on va essayer de résumer rapidement qu'est-ce que c'est que ces 4 frontières du parc. Donc ces 4 frontières du parc dans lequel fonctionne notre actuelle sphère politico-médiatique, par exemple, mais tout notre système éducatif également, c'est le matérialisme avec l'idée que la conscience est le produit du cerveau. Si vous envisagez les choses autrement, vous avez du mal à avoir des discussions, avec, bon, enfin, c'est de moins en moins vrai, mais, la causalité, qui implique que nous sommes des machines biologiques, puisque tout ce qui arrive est la cause de ce qui est dans le passé, c'est-à-dire de la matière. Et ici, j'entends causalité stricte, c'est-à-dire où l'on refuse la causalité inverse. Vous avez le déterminisme, qui est le fondement principal, dont vous verrez qu'il a été contredit par la physique, et vous avez le hasard, qui est en quelque sorte cette idée qu'on a toujours eue dans le passé pendant 3 siècles, et que ce qu'on appelle le hasard, c'est forcément quelque chose qui est issu de notre ignorance des causes. Et vous avez encore aujourd'hui des physiciens qui recherchent les causes cachées à cet apparent indéterminisme qui est apparu en mécanique quantique, mais qui est en réalité valable à tous les niveaux. Mes travaux sur le billard visent notamment à montrer que l'indéterminisme est partout et qu'on ne peut pas trouver dans la matière de causes cachées. Voilà ce qu'est donc le parc de la pensée et les conséquences de maintenir cette pensée et de l'avoir maintenue pendant des siècles et qu'elle est imbibée toutes les facettes de notre société, tous les milieux. Elle a imbibé le peuple, elle a imbibé tout le monde. On n'a pas le droit d'imaginer que, par exemple, notre conscience puisse avoir une action non locale sur la réalité, sinon on se fait traiter souvent comme un doux illuminé. Bon, eh bien, le fait de ne pas croire, le fait de croire que la conscience est le produit du cerveau, que nous sommes des machines, que nous n'avons pas de libre arbitre et que l'âme n'existe pas, qui sont des conséquences du fait de rester à l'intérieur de ces 4 frontières, c'est qu'on va droit vers le transhumanisme, vers une déshumanisation complète, un système de contrôle, voire une dictature, etc., à cause de notre manière de penser. Et donc, le nouveau paradigme dont il est question ici a pour but essentiel de fournir la possibilité de penser autrement afin d'avoir enfin les moyens de nous débarrasser de cette politique qui nous broie, de ce réchauffement climatique qui nous menace, de toutes les menaces qui aujourd'hui nous arrivent de manière synchronistique et qui ne sont que l'expression finalement d'un changement de paradigme. Et donc je suis extrêmement optimiste par rapport au fait que, en modifiant nos façons de penser, nous allons réussir à résoudre le grand problème qui se trouve devant nous. Alors, je vais sauter
les différentes façons de sortir du parc pour aller pour trouver le bon chemin et enfin trouver la bonne façon de concevoir notre réalité, pour seulement expliquer quels sont les résultats de la physique qui nous amènent à remettre en question les frontières du parc. Et je vais le faire rapidement parce que ce qui vous intéresse le plus viendra après. Donc, la mécanique quantique, en fait, nous met aujourd'hui clairement devant le constat qu'il y a absolument, de manière totalement indiscutable, une coordination d'informations en dehors de l'espace-temps qui intervient pour façonner notre réalité. Les informations non locales en dehors de l'espace-temps, c'est-à-dire qui ne sont pas contenues dans la matière, existent et ceci est démontré. Et ça remet sur le goût du jour la possibilité de l'existence de l'âme. L'indéterminisme macroscopique et l'existence de dimensions additionnelles qui peuvent héberger ces informations dont on n'a pas connaissance, qui jouent sur notre réalité, est également démontré. Je travaille moi-même dessus pour le démontrer à l'échelle macroscopique, et c'est ce qui justement nous permet de restaurer un libre arbitre potentiel. Il est également démontré que notre futur est déjà réalisé, au moins en partie. Les physiciens discutent pour savoir dans quelle mesure le futur est vraiment, est-ce qu'il est totalement, est-ce qu'il est réalisé dans tous les détails, un petit peu, à quel moment on tombe dans le vide, etc. Mais en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quand même forcément des informations dans le futur à cause des résultats à la fois de la relativité, puisqu'on peut voyager dans le temps, et de la mécanique quantique, parce qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'intrication, qui est un phénomène non local, et qui est capable de corréler non seulement des événements qui sont séparés par l'espace, avec peut-être des années-lumière, mais aussi de corréler des événements qui sont séparés par le temps, et donc simultanément des événements qui arrivent dans le futur et dans le passé, ce qu'on ne peut pas comprendre si le futur n'existe pas déjà. Et il est démontré aussi, et surdémontré, qu'il faut jeter le matérialisme parce que le vide contient plein d'informations qui interagissent avec la matière, et donc on ne peut plus dire non plus que la conscience serait le produit du cerveau, elle est obligée de penser plus loin. Et la question est de savoir, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces informations hors espace-temps, dimensions supplémentaires, est-ce qu'elles sont dans le futur, elles sont dans le vide, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. D'accord? C'est-à-dire que les questions qu'on se pose en se demandant si ces informations qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'elles viennent du vide, est-ce qu'elles viennent du futur, etc., on cesse de se les poser à partir du moment où on comprend que nos notions d'espace et de temps sont construites par la conscience, d'accord, par le filtre du cerveau, certainement, mais elles sont construites par la conscience, et il faut aller rechercher des éléments plus fondamentaux. L'espace ne peut pas être de l'espace parce qu'il est déformable, non local, pixelisé, en vibration. On a découvert récemment les ondes gravitationnelles. Franchement, c'est quelque chose qui tue le moindre des matérialistes. Il n'y en a plus maintenant. Ça contribue forcément au changement de paradigme parce que on a toujours entendu parler de vibrations sur un support matériel, mais des vibrations de l'espace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'espace, c'est rien, c'est du vide. Et ça vibre, c'est quoi ce bordel? Donc, non, le matérialisme est mort, évidemment. Et la matière, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'elle contient 99, je ne sais pas combien de 9% de rien. Donc, et les modèles théoriques qui nous permettent de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, en zoomant, nous disent que finalement, ça pourrait être des cordes vibrantes. La matière, c'est pas matériel, c'est des vibrations. La matière se réduit à des vibrations. Et donc, voilà, tout se réduit à des vibrations. Le plus grand mystère là-dedans, c'est quand même le temps, parce que
il semblerait que le futur soit déjà réalisé et que donc le problème, c'est de voir comment est-ce qu'on va arriver à se fabriquer une nouvelle vision du monde avec cette idée-là. Mais ce qu'il faut se rappeler, et pour bien comprendre cette histoire de caverne de Platon, ou de toutes les autres alternatives qu'on nous propose pour imaginer notre réalité, théorie de la simulation par exemple, Matrix. Bon, la théorie de la simulation, elle n'est pas considérée comme valable, hein, sérieusement, puisque l'extérieur de cette simulation, on ne dit pas ce que c'est. Si c'est à nouveau un monde matériel, bah alors, et pourquoi ce ne serait pas une simulation, etc. Et puis on rajoute des étages comme ça, ad vitam aeternam. Bon, donc c'est à jeter. Il faut chercher quelque chose de plus intelligent pour comprendre notre réalité. S'il y avait une simulation, je pense que ce serait plutôt une simulation de la conscience. Et ça, bon, pour comprendre en tout cas toute cette histoire et arriver à se façonner une bonne vision de la réalité, on a compris quand même que, bon, l'espace et le temps, c'est bon, on jette, mais l'espace et la matière, ok. Mais le temps, qu'est-ce que c'est? C'est le point clé, en tout cas. Et je vais vous proposer une manière de comprendre le temps qui, en fait, le temps, c'est quoi? C'est le temps présent. C'est le moment, c'est le temps de notre conscience. D'accord? Comme la physique n'arrête pas de nous dire que finalement le futur existe déjà, on va essayer de la prendre au sérieux. Et comme en plus ce temps présent, il est lié à notre conscience, on va essayer de partir de l'idée qu'on se fait de l'espace. Parce que la physique, en plus, traite le temps comme de l'espace. Donc prenons au sérieux la physique, traitons le temps comme de l'espace. Et donc là, je suis dans une salle, et je vois le fond de la salle, donc c'est de l'espace. Eh bien, je ne suis pas en train de me dire, parce que là, je regarde le fond de la salle, et maintenant, là, je regarde l'écran, je ne suis pas en train de me dire que le fond de la salle n'existe plus lorsque je regarde l'écran. D'accord ? Je suis en train de me dire, parce que je ne suis pas... J'ai un peu de mémoire, que lorsque je fais ce mouvement de regarder la salle au fond et de regarder maintenant l'écran, le fond de la salle existe encore, rassurez-moi. Hein. D'accord ? C'est exactement le même problème qu'on a avec le temps. On n'est pas capable, à cause de notre cerveau, de penser que le passé existe encore, alors qu'on est en train de faire des gestes, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir la même impression de présence dans l'espace et dans le temps en partant des notions d'anticipation du futur et de mémorisation du passé. On mémorise notre passé proche, on anticipe notre futur proche, on est à l'intérieur d'un événement, et là on reconstruit donc une sensation du temps du présent, similaire à la sensation de l'espace du présent. D'accord ? Sauf qu'on dit que cette sensation, dans le cas du temps, elle serait illusoire, alors que l'autre, elle serait vraie. Eh bien, moi, je vous propose de dire que non, elles sont toutes les deux vraies. Votre sensation de temps illusoire, ce n'est pas ça qui est vrai. C'est vous êtes réellement présent en un point de l'espace-temps. Votre futur que vous anticipez, il existe déjà. Votre passé immédiat que vous avez mémorisé, il existe encore. Et c'est votre cerveau qui crée l'illusion que ça n'existe pas encore et ça n'existe plus. Aujourd'hui, les physiciens découvrent que le temps résulte d'une illusion thermodynamique, une illusion thermique. C'est-à-dire que, et même les neurophysiciens découvrent que le temps, le cerveau traite le temps comme de l'espace. Et donc, en fait, et c'est facile à comprendre, le cerveau, c'est quoi ? Il agit comme un filtre. C'est lui qui nous donne cette sensation que le temps existe. Et d'ailleurs, si vous prenez les expérienceurs de mort imminente ou de voyageurs du corps ou d'autres, ils vous disent que tout de suite, paf, quand ils sont en dehors, paf, le temps n'existe plus. Pourtant, ils continuent de vivre, ils continuent de se passer des choses, mais ils ont cette nette sensation que le temps n'existe plus. C'est-à-dire qu'ils voient les événements comme de l'espace. Et ils ont du mal à décrire, d'ailleurs.
Et c'est parce qu'il voit les événements comme de l'espace. Nous, on n'est pas capable de le faire parce qu'on a un cerveau. Et quand on est débarrassé du cerveau, on voit à nouveau les événements comme de l'espace. D'accord ? Une autre façon de le comprendre, c'est de dire que, bon, finalement, tout ça, c'est lié à la conscience. Et pourquoi est-ce qu'on serait conscient aller dans une épaisseur de temps qui correspond à aller à quelques secondes devant nous et quelques secondes avant nous? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres types de conscience qui pourraient être présents, mais par exemple plusieurs heures devant eux, plusieurs heures derrière eux? Si vous filmez une plante, par exemple, si vous filmez une plante grimpante, j'ai regardé pas mal circulé pas mal de photos, de films qui sont reconstruits, parce qu'aujourd'hui, on achète à pas cher des appareils qui permettent d'enregistrer des films en une image sur 10 000. Et ce qui fait que, en fait, si vous vous retrouvez avec un enregistrement d'une plante grimpante, par exemple, que vous avez filmé pendant plusieurs jours, en dilatant le temps d'un facteur 3000, vous apercevez que cette plante, c'est un animal. Parce qu'elle se comporte exactement comme un animal. Vous avez même l'impression qu'elle a un libre arbitre, qu'elle a choisi de tel truc, comme si elle avait un cerveau, on ne sait pas comment, vous voyez. Bon, je vous donne cet exemple-là. Ça veut dire que la plante, elle vit dans une épaisseur de présent dilatée d'un facteur 1000, 3000 par rapport à nous. Prenez maintenant la Terre. Il est parfaitement scientifiquement admis que la Terre est un être vivant. Aujourd'hui, ça pose aucun problème. C'est la théorie de James Lovelock, qui est un physicien tout à fait, scientifique en tout cas, tout à fait respecté. Et même moi, j'ai travaillé avec des géophysiciens, l'équipe de Claude Allègre, Taponnier à la grande époque, et eux-mêmes considéraient la Terre comme un être vivant. Eh bien, quand on est matérialiste et qu'on considère qu'un système vivant, on veut bien lui accorder une conscience. D'ailleurs, on pense que la conscience émerge de la matière. Donc ça ne choquerait même personne qu'on dise que la Terre est une conscience. Et ceci d'autant plus que j'ai personnellement localisé pas moins de 7 cycles biologiques de la Terre qui sont en parfaite correspondance avec les 7 cycles biologiques de l'être humain. Bon, je raconte ça dans mon dernier livre, Le pic de l'esprit. Et ce à quoi j'ai abouti à l'idée que cette fois-ci, qu'entre notre conscience et celle de la Terre, il y a un facteur de dilatation du temps qui est compris entre 1 et 10 millions. Ce qui veut dire que par exemple, nous respirons avec un rythme moyen de 6 secondes, c'est entre 1 et 12 secondes la période de respiration. Eh bien, la Terre respire en 1 an. Voilà. Donc, la conscience qu'a la Terre en 1 an de ce qui se passe autour d'elle, à sa surface, c'est équivalent à notre conscience que nous avons de notre environnement en quelques secondes, au rythme de notre respiration. Et ça vous aide à comprendre pourquoi le futur est déjà réalisé, parce que pour la Terre, ça ne pose aucun problème que notre futur à la surface de la Terre, soit réalisé dans l'année qui vient. Ça ne lui pose pas de problème. D'accord ? Simplement, évidemment, et notre libre arbitre ? Notre libre arbitre, oui, bon, on ne va pas décider de quand est-ce que la comète va heurter la Terre, mais il reste au niveau des détails, tout simplement. Nous allons continuer de jouer un rôle à la surface de la Terre, et la Terre, elle a peut-être en ce moment même, dans son année de respiration, elle ressent peut-être une douleur, et elle va peut-être décider, dans quelques années respiration ou décennies respiration, d'éradiquer cette douleur avec une douche de météorite, par exemple. Vous voyez, Bon, enfin, tout ça, c'était pour vous dire, c'était pour renverser la perspective habituelle que nous avons sur la conscience produit du cerveau. Mais bon, on va essayer d'avancer un peu. Le problème que pose cette conception, c'est qu'une épaisseur de temps impose des choix. Donc ça, vous l'avez vu. Je vais quand même le remettre. Le dessin, là, je ne l'ai pas commenté. Je vous explique rapidement que pour la conscience,
en un point là où on observe une bifurcation, il y a un problème de choix qui se pose à faire. Pour le cerveau, par contre, le cerveau étant comme un ordinateur qui calcule tout, le cerveau n'a absolument pas conscience des détails qui pourraient faire qu'il ait un choix à faire, et encore moins conscient des informations extérieures à l'espace-temps qui pourraient éventuellement introduire un petit chouïa qui quelque part, enfin c'est en dessous de la précision des ordinateurs si vous voulez, qui pourrait faire que finalement, sans s'en rendre compte, il va tourner à droite plutôt qu'à gauche. Enfin, toujours est-il qu'avec un système purement mécaniste, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de choix. Hein. Donc là, voilà, je le résume très rapidement. La différence entre le cerveau et la conscience, c'est que le cerveau fonctionne avec un déterminisme complet, sans avoir le moindre conscience de ce qui peut le conditionner malgré tout, et qui existe, alors que la conscience est parfaitement consciente d'avoir un choix à faire. Pour Bergson, d'ailleurs, la conscience est synonyme de choix, et si on veut, alors à ce moment-là, mieux comprendre donc, le fonctionnement de notre réalité, cette fois-ci, maintenant, je vous propose de faire le point sur tout ce que la physique nous apprend et qu'il convient de prendre au sérieux. Hein. Donc, les physiciens ont du mal à prendre au sérieux ces résultats-là. L'idée que la réalité ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière, c'est quelque chose qu'arrête pas de nous répéter Carlo Rovelli, par exemple, qui est un chercheur très brillant qui travaille à Marseille et que certains disent il est même nobélisable. Tout le monde attend les progrès de sa gravité quantique à boucle. Donc ce qu'il faut comprendre alors, c'est qu'au moins ça veut dire que le temps au sens du déjà créé n'existerait pas, et donc c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le passé existerait encore et le futur serait déjà là, et moi mon grain de sel consiste à dire que ok, c'est déjà là, mais ça peut bouger. Par conséquent, et c'est là que justement ça commence à grincer, mais de moins en moins dans le milieu de la physique, parce que maintenant, il commence à être admis de plus en plus, même chez les anglo-saxons, que le futur pourrait influencer le présent. Ça leur fait encore un peu mal, mais ça bouge. Et ce dont on entend plus souvent parler, c'est qu'il serait possible de voyager dans le temps. Ça, c'est démontré. On sait, la fusée, le voyageur de Langevin, qui est capable, si on est capable de construire une telle fusée, qui est capable d'aller à de telles vitesses, on peut séparer deux jumeaux et qu'à son retour sur Terre, l'un a 1000 ans de plus que l'autre. Bon, ça, on le sait. On sait aussi qu'on a des modèles qui permettent, en théorie, de voyager dans le passé, sauf qu'on interdit les voyages dans le passé sous prétexte qu'on ne veut pas introduire la rétrocausalité qui pourrait permettre de résoudre le paradoxe du grand-père. Je voyage dans le passé, je tue mon grand-père, donc je ne peux pas exister, paradoxe. Mais si vous dites non, qu'il y a une rétrocausalité, c'est-à-dire une influence du présent sur le passé, vous allez pouvoir voyager dans le passé, mais jamais vous n'arriverez à tuer votre grand-père, parce qu'il ne faut pas raisonner en termes de temps. Le temps n'existe pas, il faut raisonner en termes de ligne temporelle. Et donc vous n'arriverez pas à vous retrouver sur une ligne temporelle en train d'assassiner votre grand-père. Alors, cette histoire de ligne temporelle maintenant, cette histoire de lignes temporelles qui peuvent bouger, c'est-à-dire on peut changer de ligne temporelle. Comment est-ce qu'on peut bien le comprendre ? Eh bien, le GPS est un outil fantastique, et je pense que c'est même peut-être plus qu'une métaphore, c'est-à-dire que s'il existe un grand calculateur de l'univers, un cerveau de l'univers, il utilise le principe de GPS pour déterminer tout ce que nous allons faire dans notre futur et pour nous laisser le libre arbitre. Je vous assure, je pourrais moi-même développer un mini espace-temps. Et il y a même dans les jeux vidéo des jeunes qui développent ce genre de choses. Alors, je considère que la conscience est un système de navigation qui modèle l'espace-temps en permanence. La question est de savoir, oui, mais la physique autorise-t-elle le libre arbitre ? Voilà, puisque ça, finalement, on n'en a pas parlé. Donc j'ai fait une publication. Alors, bon, ça, c'est un sujet qui est discuté depuis des décennies. Hein. Vous avez, il n'est pas politiquement correct qu'un physicien se prononce dans le public pour dire, pour parler de choses qui impliquent une transcendance, parce que la transcendance a été bannie de la science. C'est interdit, d'accord ? La transcendance, c'est le retour du religieux. C'est interdit. Bon.
Donc, ce qui n'est pas vrai, évidemment, ce n'est pas le retour du religieux. Il ne faut pas confondre la religion et la spiritualité. Donc, il y a des physiciens comme Trinh Xuan-Tuan, comme Nicolas Gisin, comme Antoine Suarez, qui, tous les trois, de différentes manières, nous disent que oui, si, le libre arbitre peut exister, parce que pour Trinh, c'est le chaos pourrait libérer la matière. Pour Nicolas Gisin, c'est les nombres réels pourraient ne pas être réels, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la nature de nombres avec une infinité de décimales. Et il a tout à fait raison, parce que moi j'aboutis aux mêmes conclusions. Et pour Antoine Suarez, qui est contre cette idée du multivers, avec cette idée que nous aurions des myriades de doubles de nous-mêmes séparés dans des autres univers, tout ça pour préserver le déterminisme, ce postulat, mais idiot. Il préfère créer des myriades d'univers parallèles plutôt que de nous laisser libres à l'intérieur d'un univers qui pourrait évoluer à l'intérieur de ce multivers. D'accord ? Et donc, j'ai fait une publication l'année dernière qui a été acceptée dans la grande revue Annals of Physics pour montrer que notre espace-temps n'est absolument pas déterministe et qu'il est absolument indispensable de rajouter 6 dimensions additionnelles pour décrire notre futur et aussi la manière dont il pourrait évoluer. Mais ça, je ne l'ai pas mis dans la publication. Hein. J'ai dit, on a besoin, comme pour la théorie des cordes, hein, sauf que la théorie des cordes ne sait pas interpréter vraiment ces 6 dimensions supplémentaires. Elles ont ici, dans le cadre de cet article, une interprétation qui consiste à dire que le présent de la conscience nous permet de faire le choix du chemin, plus 3 dimensions, et notre destination, qui ne relève a priori pas de nous, mais pourtant c'est quand même notre être qui est investi dans notre destinée, eh bien il y a un choix qui a été fait, puisqu'il existe déjà, et qu'il vaut mieux d'ailleurs le prévoir, si on veut que l'univers conserve sa stabilité. Et donc les conclusions de ma publication, ça a été de dire, en tout cas ça c'est écrit, c'est passé, bon les physiciens savent déjà que la mécanique est incomplète, bon moi j'ai carrément dit nommément que la mécanique ne détermine pas le cours des événements. Voilà, ça il faut le faire écrire 100 fois à nos enfants, la mécanique ne détermine pas le cours des événements. Voilà, il faudrait le faire réécrire à tous les physiciens de la planète. La mécanique ne détermine pas le cours des événements. Ils ont ça inscrit dans le crâne et ça rend con. Bon. Et donc, nous sommes tous sur des trajectoires et les choix de trajectoires se font hors du temps. Et c'est là que, d'ailleurs, l'un des reviewers de ma publication, moi qui n'osais pas parler du quantique dans ma publication, parce que vous savez comment est la science, on est chacun étriqué dans des domaines, et si vous parlez de quelque chose qui concerne un autre secteur, vous risquez de vous faire renvoyer votre copie. Et donc là, le reviewer qui était très intéressé, mais non, il m'a dit, monsieur, mais non, il faut absolument parler de la gravité quantique dans votre publication. Donc j'ai mis la gravité quantique dans ma publication à la fin, dans la conclusion. Parce que je suis effectivement d'accord, mais j'avais peur que ce soit considéré comme trop spéculatif, que l'interprétation qu'il convient de donner à cette histoire de possibilité de changer de ligne temporelle, ça correspond exactement à la gravité quantique. Donc ça, je ne vais pas vous en parler. Pour ceux qui sont intéressés par la physique de l'information, ou du moins celle que moi j'établis pour justifier ma théorie, j'ai fait plusieurs conférences. J'ai fait 5 conférences scientifiques depuis des années. J'en ai fait une récemment à Nice, dans laquelle j'ai tout bien expliqué. Et donc là, je vais sauter ces sujets-là pour pouvoir vous parler de choses qui vous intéressent plus. Mais voilà, toutes ces histoires-là, l'information est une grandeur physique et donc elle est bornée. C'est parce qu'elle est bornée que justement on a un libre arbitre. Bon, la perte d'information dans les interactions, c'est pas encore bien compris par le milieu de la physique. Quand ça sera compris, putain, qu'est-ce que je vais recevoir comme... voilà. Le paradoxe du déterminisme, et puis le fait de concevoir finalement l'univers plutôt comme un cerveau et non pas comme une mécanique. La mécanique ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qui crée la réalité ? C'est les cerveaux qui se trouvent dans cette réalité, bon sang. C'est pas un peu évident, ça ? Bon. Et donc,
Tout ça, ce sont des arguments en faveur de la flexibilité de l'espace-temps. Et ma prochaine publication sera d'ailleurs de montrer pourquoi notre espace-temps est flexible grâce à des travaux sur le billard dans lesquels je fais des calculs de centaines de millions de billards de trajectoires que je compare les unes aux autres pour essayer d'évaluer l'explosion des branches du multivers dans un billard, ce qui va me permettre de calculer et de donner des chiffres, de quantifier le moment où, entre des conditions initiales bien précises et des conditions finales bien précises, apparaissent de multiples chemins. Voilà, ça c'est puissant. Bon. Et donc ce qu'il faut retenir de tout ce que je ne vous ai pas dit là, c'est que j'aboutis à la conclusion qu'il faut bel et bien interpréter la possibilité que nous avons d'avoir un libre arbitre comme le fait que nous sommes effectivement orientés à l'intérieur d'un tunnel visible qui oriente nos pas, tout le reste de notre vie, mais que ce tunnel flotte sur un océan de gravité quantique et que les vibrations de cette gravité, les vibrations gravitationnelles, c'est-à-dire les vibrations quanto-gravitationnelles, ne sont rien d'autre que les vibrations de la conscience. Et que donc c'est bel et bien la conscience qui modifie nos trajectoires. Alors, d'où la théorie de la double causalité, parce que vous imaginez bien que votre futur, il évolue, pas seulement parce que vous avez des pensées qui vont influer sur ce futur. En général, ça ne va pas être le cas parce qu'on est toujours conditionné. Et donc, vous allez rien faire d'autre qu'aller vers le même futur en ayant peut-être une illusion du libre arbitre. Je vais vous expliquer comment on sort de cette illusion. Et ça n'empêche pas votre futur de changer parce que tout simplement, il suffit qu'il règne un tout petit peu de libre arbitre dans l'univers. Donc ça crée des modifications de trajectoire dans votre futur qui ne sont pas de votre fait. Voilà. Et donc, si votre futur bouge pour des raisons X qui ne sont pas de votre fait, il va bien falloir qu'à un moment donné, en vous rapprochant de ce futur, il entre dans votre cerveau des informations qui vont correspondre à l'intention d'aller vers ce futur-là. C'est-à-dire qu'il va naturellement rentrer dans votre cerveau des informations qui vont vous inciter à faire des choses que vous n'aviez pas prévues à une époque antérieure, qui vont correspondre à de nouvelles intentions et qui n'auront pas été créées par votre cerveau, parce que tout ça, c'est déjà planifié dans le futur et à partir du moment où votre futur se rapproche de vous, il faut bien que votre cerveau s'adapte à cette nouvelle réalité. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que nous construisons en permanence tout ce qui nous arrive à partir de la causalité, d'accord ? Et il faut essayer de comprendre qu'il est nécessaire de s'adapter au fait que nous allons vers un futur qui est plus ou moins dépendant ou indépendant de nos états de conscience. La question qui se pose, c'est comment rendre ce futur dépendant de mes états de conscience pour aller vers le meilleur, d'accord ? Eh bien, la réponse est contenue là-dedans. La réponse est contenue là-dedans parce que votre destinée, d'accord, votre meilleure destinée potentielle qui se trouve à l'intérieur de votre vie, pour ceux qui croient à la théorie de la réincarnation, l'idée de ce que vous vouliez faire avant de vous incarner, pourquoi vous êtes incarné, qu'est-ce que vous vouliez faire en venant sur cette terre, etc. Il y a un dessein, certains vont appeler une mission, ou ça peut être un apprentissage, d'accord ? Tout ça, ça peut avoir été éventuellement planifié sans pour autant être un plan qui va forcément s'appliquer, parce que si l'espace-temps change tout le temps, il faut prévoir aussi un plan B, un plan C, d'accord ? Mais vous imaginez bien qu'il est important de vous relier à qui vous êtes pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers le bon plan, hein ? Donc ça veut dire que voilà, il y a des informations qui sont susceptibles de vous concerner pour vous apporter le meilleur de ce que vous pourriez réaliser,
et que vous n'allez pas capter si vous restez dans un conditionnement physique et psychologique qui vous dit non, tout ça c'est des conneries, moi j'ai décidé de faire ça, votre ego, etc. Et puis je préfère de toute façon ne pas prendre de risques, etc. Et là, vous choisissez le chemin de la souffrance, d'accord? Parce que tôt ou tard, en choisissant la voie de la facilité, vous arrivez à souffrir, parce que là, vous avez un fonctionnement anthropique. Les physiciens vous le disent, hein, le désordre ne fait qu'augmenter dans la nature. C'est faux, mais en tout cas, ils vous le disent. Et donc, si vous comprenez maintenant qu'il existe des informations extérieures à l'espace-temps, et en particulier des informations sur des futurs alternatifs qui pourraient vous amener à réaliser vos rêves, qu'est-ce que vous faites? Surtout, vous ne réfléchissez pas, surtout, vous ne le recherchez pas dans votre cerveau. Ces informations ne sont pas dans votre cerveau. Il faut faire un retour sur soi, d'accord? Il faut faire un retour sur soi. Vous demandez qui vous êtes, vous oubliez tous vos conditionnements, etc. Vous faites de la méditation, comme tout à l'heure, vous allez faire de la randonnée, etc. Vous réfléchissez à ce que vous avez fait de meilleur dans votre vie, ce qui vous a apporté le plus de joie. Vous essayez d'oublier tous vos conditionnements actuels, vous essayez de trouver qui vous êtes. Et vous commencez à poser des questions. Est-ce que je suis quelqu'un qui vraiment pourrait faire ça? J'adorerais. Voilà, enfin, ce genre de choses. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bon, enfin, là, j'avance un peu sur la suite, mais je ne sais pas exactement à quel temps j'en suis, là. Encore 10? Bon, alors j'ai eu raison d'accélérer un peu. Donc, je vais en parler après. Là, je résume donc, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai un peu trop tardé sur certains points, mais ce n'est pas plus mal. Ce qu'il faut se rappeler de la théorie de la double causalité que je présente ici, c'est que, et donc ça c'est quelque chose que j'ai présenté devant des académiciens hein, quand même il y a 6 ans, en 2012, c'est que la conscience a deux propriétés essentielles qui se traduisent par l'intention et l'attention. L'intention, ça concerne le futur. Le présent, l'attention, ça concerne le présent. Parce que l'intention, alors après avoir fait votre retour sur soi, vous avez trouvé qui vous êtes et vous posez un problème relatif à une intention qui a commencé à émerger et vous avez décidé de creuser cette intention. Alors, c'est une intention captée par votre cerveau et non pas émise par votre cerveau. Cette intention, elle va valider un potentiel futur qui va pouvoir rétroagir sur les probabilités de bifurcation dans votre arbre de vie. Et si vous faites attention, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver face à ces bifurcations sous la forme de hasards dont les probabilités vont être étrangement augmentées du fait que, en fait, ils sont simplement le résultat des nouveaux potentiels que vous avez rendus valides dans votre futur et qui donc ont rétroagi sur le présent en créant des synchronicités. Voilà comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, notre futur, il existe maintenant. Il est là maintenant. Notre futur, il est tout entier contenu dans notre inconscient. Et si on fait un travail authentique par rapport à notre inconscient, on peut arriver à augmenter les probabilités de chemins vers lesquels, de chemins qui vont nous permettre, qui vont correspondre à ce que cet inconscient veut faire, parce que ce sont nos rêves les plus chers, etc. Et donc en apprenant à nous relier à ces rêves les plus chers, on apprend et à développer des intentions d'y aller, et à condition de s'ouvrir effectivement à toutes les opportunités qui vont pouvoir émerger pour nous aider à y aller. On va créer des synchronicités et on va réaliser ses rêves. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans mon entourage en témoignent aussi, témoignent l'avoir fait et avoir trouvé. Donc là, je vais aller vite et pour... le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est face à une bifurcation, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais qu'est-ce qui me dit que je devrais... par exemple, ça m'est arrivé, je vois une personne qui me regarde au loin,
qu'est-ce qu'il me regarde celui-là? Bon, je décide d'aller lui parler parce que quelque chose me dit que, en allant lui parler, je vais peut-être récupérer une information. Vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo. Hein. Alors que votre conditionnement dit non, vous ne parlez pas aux gens. D'accord? Tout il est loin, là, il va se demander mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, etc. Enfin bon. Non, mais si vous voulez créer des synchronicités pour récupérer des informations qui vont vous aider pour aller réaliser vos rêves, il faut sortir de tout ce merdier, hein, de conventions. Il faut sortir des sentiers battus, etc. Et vous allez avoir donc ça, et vous allez avoir d'autres types d'informations qui vont vous aider à savoir que ah mais là je sens qu'il faut que je tourne à gauche. Tiens, il y a un lapin qui traverse la route, ça c'est sûr, donc je dois tourner à gauche. Enfin, ça peut être n'importe quoi. C'est vous qui créez les codes dont votre futur peut se servir pour décider de ce que vous allez faire. Les animaux, ils ont un instinct qui leur permet de savoir, par exemple, quand leur maître va rentrer. Ben, les animaux ont fabriqué ces codes. Eux, ils sont restés enfants, en quelque sorte. Et si l'animal projette que s'il se passe quelque chose, ça veut dire que mon maître va rentrer, eh ben, il va augmenter les probabilités pour que quand son maître rentre, cette chose arrive. Et voilà, et ça va lui donner... Vous voyez, ce genre de magie existe et elle opère. Et je l'ai quasiment peut-être démontré même. Bon, enfin, mais ça, je vais... À condition de faire attention, augmentation de l'attention dans le présent, augmentation de l'épaisseur du présent. Et là, je vais passer vite. Ce qui nous amène à dire que... Donc là, j'ai représenté l'arbre de vie, le multivers avec des lignes parallèles. Et voilà, à chaque fois qu'on tient compte d'une information pour finalement sortir du conditionnement et réaliser autre chose que ce qu'on aurait fait sans cela, eh bien, on fait un saut de ligne temporelle, on fait un changement d'univers. D'accord ? Et c'est parce qu'on change perpétuellement d'univers, et on fait changer tout le monde d'univers avec soi, bien sûr, qu'on réalise petit à petit l'évolution vers, non pas le désordre, mais le contraire du désordre. Ça implique une conception de l'espace-temps dans lequel il faut considérer que notre réalité dans déjà déployée dans le passé comme dans le futur est comme un espèce d'immense cylindre qui change, dont la structure change parce qu'elle est modelée par des consciences qui jouent le rôle de neurones à différents étages. Ça permet de comprendre, ça permet de diviser. Alors là, j'ai représenté quelque chose, toute ressemblance avec un système qui existe déjà depuis des millénaires est purement fortuite, et je vous explique pourquoi. Les 3 niveaux de la conscience dont mon collègue Jean-François Housset parle, ou dont je parle moi-même dans la physique de la conscience, résultent du fait qu'il n'existe pas seulement la matière qui contient les informations du passé, mais il existe aussi la conscience qui fait les choix du chemin dans le présent, et il faut rajouter 3 dimensions. Et il existe aussi notre subconscient, notre soi, qui fait les choix de notre destination dans le futur, et là aussi, il faut rajouter 3 dimensions. Donc il faut, pour comprendre l'espace-temps, utiliser un modèle à 3 étages. À l'heure actuelle, la physique ne connaît que l'étage en bas, le bleu. Et il faut aussi rajouter 3 distinction verticale, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour comprendre l'espace-temps, on a besoin de VIE, V-I-E, vibration, information, énergie. D'accord ? Et donc là, ça décompose donc la conscience en 3 centres, un centre mental, un centre émotionnel et un centre énergétique. Le centre émotionnel, c'est le centre de droite, ça correspond aux vibrations. Les vibrations de l'espace, c'est ce qui transporte les émotions. Le centre, au centre, ça correspond à l'énergie, ça correspond à l'énergie de la conscience, le fait d'être conscient et non pas inconscient, sachant que notre conscience, elle est comme un iceberg. On est conscient que de la partie émergée, on n'est pas conscient de la partie immergée qui contient, n'empêche, toutes les informations qui pourront à nouveau émerger. Et donc, et ensuite, le centre mental à gauche correspond à l'information, parce que l'information, pour arriver à comptabiliser l'information, on a besoin de créer un espace où on va distribuer
toute cette information. Et donc on est naturellement amené, et si on rajoute le temps qui est le temps, le fait que, par exemple, l'observateur agit sur la réalité, le fait d'observer la réalité, densifie la réalité et créer la réalité, au moins en mécanique quantique, mais je pense que ça a une part de vrai également à l'échelle macroscopique, on aboutit à 10 dimensions de l'espace-temps, qui sont donc le modèle que je propose aujourd'hui, auquel il convient d'en rajouter une pour assurer notre libre arbitre et une autre pour assurer le libre arbitre du soi. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais rapidement rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Fabrice, qui a conclu sa conférence en disant que pour activer, pour arriver à développer donc, les facultés d'intuition, il est très important de développer 3 états d'esprit que sont donc la confiance, le détachement et le lâcher-prise. Pourquoi ces 3 états d'esprit? Parce que l'un est relié au mental, l'autre est relié à l'émotionnel et l'autre est relié à l'ego, l'ego étant le centre énergétique. C'est le fait de déconditionner chacun de ces 3 centres qui nous permet d'être réceptifs aux informations qui vont nous amener à avoir de bonnes intuitions. C'est le même mécanisme que lorsque vous provoquez des synchronicités pour faire vos choix, pour trouver les chemins pour vous réaliser de manière exceptionnelle. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Je vais simplement dire que développer la confiance, ça veut dire sortir des sentiers battus, que développer le lâcher-prise, c'est apprendre à laisser agir, hein, donc ça c'est très oriental comme attitude. Et le détachement, c'est d'arriver à laisser tomber notre ego et à accepter le changement qui s'opère en nous lorsque, par exemple, on est plongé dans un milieu où d'habitude on n'aurait jamais souhaité être plongé, on ne sait pas ce qu'il faut faire, etc. Enfin bon, ce sont juste des exemples. Donc je vais rapidement aller vers la fin en signalant que quand même... il y a quand même des écueils à risquer de m'écouter. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en train de voir des synchronicités partout, hein, des signes partout, et après on va se rigoler de vous. Il faut faire attention quand même, c'est pas très sympathique. Donc si vous tombez pour la première fois sur ce genre d'informations, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez intégrer ça, c'est au fur et à mesure des années. Et pour certains, il va falloir 1 an, 2 ans, pour d'autres, il va falloir 10 ans. N'en parlez pas à votre entourage, d'accord, hein? Ce genre de choses, ça ne se partage pas. Les synchronicités, ce sont des choses, dès que vous racontez à quelqu'un, l'autre, il pense que vous projetez. Même moi, lorsqu'on me raconte, parce que les gens pensent que je suis ouvert, et c'est vrai, mais moi, la moitié des gens qui me racontent leur synchronicité, j'ai des doutes, hein, et je les vois un peu comme... donc il faut faire attention. Et d'autant plus qu'il y a 4 types de hasards étranges. J'ai fait une classification. Il y a 2 types de hasards qui proviennent du passé, qui sont donc de faux hasards synchronistiques, et 2 types de hasards qui proviennent du futur. Donc les 2 types qui proviennent du passé, donc on a l'impression que c'est acausal, mais pas du tout, c'est juste parce que les causes sont cachées. Donc ça peut être les biais cognitifs, hein. Par exemple, le biais cognitif le plus courant, c'est l'effet de pareidolie qui fait que vous voyez des formes partout, dans les nuages, dans les rochers, et que, ok, il peut y avoir une synchronicité de temps en temps avec ça, mais seulement à la condition que vous vous retrouvez là à un moment très particulier, et là vous projetez, ok, mais vous avez affaire à une information, ok, bien que ce soit une projection, mais si vous dites, voilà, je veux voir une synchronicité, puis que vous regardez un nuage et que vous voyez une forme, là c'est du grand n'importe quoi. Bon. C'est des biais cognitifs qui font qu'on a tendance à... Notre cerveau nous trompe et nous donne l'impression que des informations de nature transcendante débarquent dans notre vie, et ça, c'est un leurre. Il existe aussi les causes cachées, c'est simplement parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il se passe des choses dans notre environnement qui, ce jour-là, sont exceptionnelles, mais vous n'êtes pas au courant. Et vous avez l'impression que ces choses arrivent pour vous, alors que non, c'est là depuis belle lurette, ça peut être un carnaval, n'importe quoi, enfin bon. Mais les plus intéressantes, ce sont effectivement les hasards qui sont bel et bien dus par un changement dans le futur qui va créer un pont. Et ce pont, effectivement,
est là pour finalement vous poser un problème. Soit il vous fout dans la merde, soit c'est quelque chose de bizarre qui va vous inciter effectivement à prendre un autre parcours que celui que vous aviez envisagé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et très souvent, dans ce cas-là, vous arrivez effectivement à faire quelque chose. Ben, vraiment, vous avez eu raison. Vous avez vraiment eu raison, parce que sinon, vous ne seriez jamais arrivé à réaliser vos objectifs. Et en tout cas, il ne faut pas s'offusquer des problèmes posés par la synchronicité, lorsqu'il s'agit par exemple de panne de voiture ou d'emmerdement systématique. La synchronicité peut aussi bien provoquer des cascades d'événements amusants qui vont vous amener à réaliser vos rêves que des cascades d'emmerdement face auxquelles il est intéressant de réfléchir, parce que là, vous avez votre libre arbitre. En fait, qu'est-ce que c'est en train de vous dire? C'est en train de vous dire que là, il y a bel et bien un nouveau futur pour vous qui est en train de se réaliser, mais il est encore fragile, et donc votre ancien futur essaye de vous faire revenir vers lui en essayant de vous dissuader de faire ce que, sans quoi, voilà, vous auriez fait. L'âme est-elle compatible avec la science? Oui, pour 4 raisons, et à condition de la définir comme une extension extradimensionnelle du corps, composée d'informations immatérielles, capable de réduire l'entropie de façon non mécanique et de survivre à la mort. La physique répond oui à l'existence de ces 4 propriétés. Donc il n'y a aucun problème pour introduire la notion d'âme dans la science. Ça va être nécessaire si on veut modéliser l'espace-temps. Bon, mais attendez, ça ne va pas être avant 10 ou 20 ou 30 ans, hein, ça, cette affaire. Et en conclusion, donc, je vous ai dit, je considère la conscience comme un système de navigation qui exploite l'information manquante en physique, qui serait donc l'information de la conscience, liée aux dimensions supplémentaires. Individuellement, ça signifie que nous aurions un libre arbitre potentiel, hein, parce qu'en fait, encore faut-il conquérir. Il nécessite pour cela un retour sur soi pour forger nos intentions authentiques, de l'intégrité et de la responsabilité avant de projeter ses intentions dans le futur, parce que ça marche, de l'attention et du discernement pour bien reconnaître les ponts, et de développer les valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie d'amour que ça implique. Parce que les physiciens rougissent ou ne veulent pas entendre parler de ça, mais à partir du moment où on opère un renversement de perspective en considérant que rationnel, il est plus rationnel de dire que tout émerge de la conscience et que l'énergie, c'est l'énergie de la conscience, et que l'énergie la plus pure de la conscience, on sait très très bien ce que c'est. D'accord ? Et le libre arbitre, qui est la chose fondamentale qui intervient dans cette affaire, n'est rien d'autre que l'amour. L'amour et le libre arbitre, c'est les deux faces de la même pièce. Parce que le libre arbitre, il va décider de faire ce qu'il aime. D'accord ? Et donc, il est hyper rationnel de dire que l'amour est l'énergie fondamentale de l'univers. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre, eh ben, qui restent cons. Bon. Et collectivement, tout ce que je vous présente ici, ce sont des balbutiements vers une nouvelle pensée rationnelle, beaucoup plus intelligente et subtile que l'IA dont on nous rebat les oreilles, qui revalorise l'humain en face devant ses responsabilités, qui fournit un éclairage sur tous les autres phénomènes inexpliqués. Il suffit d'aller voir tout ça, et les preuves, on n'en a même plus besoin, on les a. Qui revalorise la poésie, les arts et les sciences humaines. Et de toute façon, il ne faut pas me croire, mais l'expérimenter. Merci.